Nous allons donc débattre sur la rétention chronique non obstructive, autosondage propre intermittent ou neuromodulation sacrée en tant que traitement de référence. Alors, en premier lieu, nous allons nous rappeler ce que c'est que la rétention chronique non obstructive et reprendre la définition de la miction normale, qui est une vidange vésicale complète, rapide et à basse pression. Alors, plutôt que rétention chronique, on pourrait parler de trouble de la vidange vésicale, qui est une altération du processus de vidange vésicale et qui va finalement pouvoir être séparée en trois entités distinctes: la rétention complète où la vidange vésicale est impossible, la rétention incomplète où la vidange vésicale est possible mais incomplète, avec souvent un résidu post-mictionnel qui excède les 100 millilitres et une débimétrie altérée, une rétention incomplète qui va souvent s'associer à des symptômes de la phase mictionnelle ou post-mictionnelle. Et puis une troisième entité qui est rarement abordée dans le cadre de la rétention chronique non obstructive, c'est l'absence de rétention, mais avec un trouble de la vidange vésicale, une miction et une vidange vésicale possible et complète, mais avec une débimétrie qui peut être altérée et des symptômes qui s'y associent de la phase mictionnelle et de la phase post-mictionnelle. Quand on parle de rétention chronique non obstructive, il s'agit bien de l'absence d'obstacle sous-vésical anatomique, que ce soit par exemple une hypertrophie bénigne de prostate ou une sténose urétrale. Alors les causes de la rétention chronique non obstructive sont multiples. Il y a deux mécanismes distincts: l'hypocontractilité vésicale, où le réservoir vésical ne va pas exercer une force suffisante au moment de la miction pour expulser l'urine, et l'obstacle sous-vésical qui sera donc fonctionnel, souvent une dysynergie vésico-sphinctérienne ou un trouble de la relaxation urétrale. Responsable de ces mécanismes, plusieurs étiologies qu'on va séparer en causes neurogéniques et en causes non neurogéniques. Les objectifs de la prise en charge de la rétention chronique non obstructive sont doubles: protéger le haut appareil urinaire en premier lieu et améliorer la qualité de vie. Ces objectifs vont pouvoir être atteints en rétablissant une vidange vésicale normale, c'est-à-dire complète, rapide et à basse pression. Alors, le traitement de référence pour cette rétention chronique, tel que tu l'as parfaitement défini, Xavier, eh bien, ce sont les autosondages. C'est le mode missionnel de référence, sans l'ombre d'un doute, dans toutes les recommandations internationales. Et je vous convie à lire l'excellente conférence de consensus qui vient juste d'avoir lieu et d'être publiée dans Progrès en urologie. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que bien que, et vous allez le voir, il n'y a pas de doute dans l'esprit de toutes les personnes qui ont une certaine expérience dans la prise en charge de ces vessies neurologiques, il n'y a pas de doute sur le fait que les autosondages sont le traitement de référence. En revanche, il y a un niveau de littérature qui est considéré comme relativement faible, puisqu'il n'y a aucune étude randomisée qui ait affirmé la supériorité des autosondages par rapport aux autres modalités. La diapositive suivante. Alors, effectivement, la conclusion qu'on pourrait tirer un peu rapidement, c'est de se dire, bah, s'il n'y a pas d'études randomisées, c'est qu'il n'y a pas de preuve que les autosondages sont mieux que le reste. Je crois qu'il est très important de bien comprendre que c'est vrai que chaque fois que cela est possible, une étude randomisée est absolument indispensable, mais dans le cas particulier qui nous intéresse, ce n'est probablement pas faisable, et c'est ce qui explique l'état des lieux actuel de la littérature. Pourquoi ce n'est pas faisable? Eh bien, tout d'abord parce que vous avez pu voir dans le très beau schéma qui nous a été montré, on a une très grande variété des pathologies concernées, avec des pathologies neurologiques qui vont altérer le fonctionnement vésical et d'autres pathologies considérées comme non neurologiques tant qu'on n'a pas parfaitement compris à quoi elles sont liées. Autre élément, on a des éléments d'évaluation, des complications qui sont finalement relativement rares à très court terme, notamment l'altération de la fonction rénale, on le verra dans les séries historiques que je vais développer après, arrive, mais arrive en général, et fort heureusement, très tardivement. De la même façon, les lésions de l'urètre sont tout à fait rares et sont souvent tardives. Enfin, ces complications, même si certaines sont extrêmement spécifiques et sont l'ombre d'un doute, ont pour origine certaines modalités de drainage,
eh bien, elles sont assez complexes à analyser. Je crois que vraiment le sujet numéro un, et c'est ce qu'on voit pour d'autres pathologies, hein, comme le cancer de la prostate, c'est cette très grande difficulté qu'on a à avoir un niveau de preuve très élevé pour des pathologies qui nécessitent un suivi très long. Et on va voir tout de suite que ce suivi peut être au moins de 15 à 20 ans avant qu'on puisse sortir des conclusions. Donc on va parler de deux séries historiques un petit peu, je dirais, de référence. La première est très originale puisqu'en fait, c'est une série historique, alors uniquement sur des vessies neurologiques, hein, qui sont toutes arrivées le même jour lors d'un tremblement de terre. Ce tremblement de terre a entraîné bien sûr de nombreux blessés, dont 74 blessés médulaires le même jour. 33 hommes, 41 femmes. L'âge moyen au moment de la blessure médulaire, 46 ans. Et ces patients ont été suivis et à un moment donné, 20 ans après, on a fait une analyse de la totalité de ces patients sur des analyses qui étaient relativement grossières, mais qui permettent de voir ce que donnent des mictions par poussée abdominale, puisque ces patients ont eu un drainage pendant 1 an ou 2 avec une sonde Hadmer. Puis, à cause des complications, on a décidé de retirer la sonde Hadmer et ces patients ont fait un mélange de percussion, de poussée abdominale pour expulser les urines. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que radiologiquement, c'est-à-dire que biologiquement, on imagine que c'est encore pire, près de 51% des hommes et 22% des femmes avaient une altération du haut appareil urinaire. L'insuffisance rénale était estimée de façon très grossière dans cette étude, mais on avait déjà, avec seulement 20 ans de suivi, je vous rappelle que ce sont des patients qui avaient environ 46 ans d'âge moyen, donc finalement des patients encore très jeunes, on avait une insuffisance rénale chez près d'un tiers des patients hommes, 7,3% des patientes femmes. Donc vous voyez l'importance d'arriver, comme tu le soulignais tout à l'heure Xavier, à bien drainer la vessie pour éviter des problèmes au niveau rénal. Et donc là, on a la démonstration, me semble-t-il, absolument formelle de l'absolue nécessité d'éviter autant que possible l'émission par poussée abdominale. L'étude suivante, c'est une étude qui est là encore une série historique. De nouveau des blessés médulaires, cette fois-ci dans les hôpitaux de vétérans aux États-Unis, avec un suivi moyen des patients qui ont été intégrés dans cette étude d'environ 18 ans. C'est vraiment considérable et pour avoir recherché des études avec un suivi identique, je n'ai pas trouvé d'études plus récentes avec des anomalies de ce type-là. L'étude avait plutôt, cette fois-ci, l'objectif d'étudier les différents modes de drainage urinaire et on a même regardé ce que donnait la sonde Hadmer, ce que donne le cathéter suspubien et puis ce que donnent les cathétérismes intermittents et les mictions par poussée abdominale. Et là encore, le verdict est sans appel. Le mode mictionnel qui a permis d'avoir le moins de complications. Alors bien sûr, je vous encourage de lire cet article puisque sur quasiment toutes les complications, les cathétérismes intermittents sont très largement supérieurs à tout le reste. On voit que l'émission spontanée faite dans des conditions correctes et sur un suivi qui reste quand même relativement limité, puisque c'est 18 ans en moyenne, peuvent permettre à certains patients de s'en sortir. Mais très clairement, le cathéter urétral permanent, le cathéter suspubien sont les drainages qui exposent le plus à des risques de complications. C'est vrai pour la fonction rénale, c'est vrai pour l'urètre qui peut être totalement détruit par une sonde Hadmer. C'est vrai pour le risque lithiasique, quel que soit le cathéter permanent, et c'est vrai pour le risque infectieux. La diapositive suivante. Alors Alain, vous avez bien démontré l'avantage des autosondages propres intermittents dans la prise en charge de ces troubles de la vidange vésicale. Il faut quand même rappeler que ces autosondages sont tout de même associés à des complications, notamment les infections urinaires. Alors, les publications sur ces questions-là sont nombreuses et j'ai pris là des publications qui sont assez consensuelles avec, en termes d'infections urinaires, entre 2,6 et 5,3 épisodes par an.
ce qui reste significatif. Et puis d'autres complications dont l'incidence annuelle a pu être évaluée au cours de diverses publications, notamment l'orchiépididymite, qui survient chez 10% des patients chaque année, ainsi que les fausses routes, de l'ordre de 2,2%, mais chaque année, et des sténoses urétrales qui sont quand même plus rares, de l'ordre de 1,2%, et des lithiases intravésicales de l'ordre de 0,6%. Donc des complications qui ne sont pas nulles et qu'il va falloir prendre en charge au fur et à mesure du suivi de ces patients. Alors oui, je pense que là, je suis d'accord avec toi et d'ailleurs on le verra tout à l'heure, bien sûr que l'autosondage peut parfois être difficile. Mais toutes ces études sont limitées dans le sens où ce sont des périodes en général très limitées avec des patients qui, par exemple, peuvent avoir eu déjà par le passé des incontinentations. Et donc, on va attribuer aux autosondages, notamment, par exemple, des sténoses de l'urètre qui sont quand même une complication, à mon sens, tout à fait exceptionnelle. De la même façon, tu l'as bien dit, il y a évidemment un risque de colonisation bactérienne et d'infection urinaire symptomatique, mais est-ce que toutes ces études ont été faites chez des patients avec un réservoir parfaitement équilibré? C'est malheureusement, comme tu le sais, assez compliqué à voir. Moi, je crois quand même qu'il faut retenir que les cathétérismes intermittents, on a un nombre aujourd'hui de sondes considérable, ce qui fait qu'on peut quasiment toujours, quand on a la chance d'avoir une équipe paramédicale entraînée, une équipe, on va pouvoir expliquer aux patients vraiment comment les utiliser. Et ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas. On a des patients qui n'arrivent pas à s'autosonder tout simplement parce qu'on n'a pas passé assez de temps à leur expliquer les choses. Euh, les complications vraiment rédhibitoires, je retiens ce que tu indiques comme étant une des complications tout à fait évidentes des autosondages plus fréquentes, c'est le risque d'orchiépididymite. C'est vrai que sur ce plan-là, on peut parfois avoir besoin même d'envisager d'autres modalités thérapeutiques qui sont peu recommandées dans la littérature, donc je ne rentrerai pas dans le détail, mais ça, ça peut être un vrai obstacle. Mais on va être très clair, l'obstacle principal, c'est le refus de la contrainte des autosondages, qui est souvent lié aussi au fait que les patients n'ont pas eu une explication suffisante. Et puis, une chose qu'on peut tout à fait comprendre, c'est le refus de faire le deuil d'une vessie qui fonctionne normalement. Pour certains patients qui n'ont pas eu de pathologie neurologique évidente, chez lesquels on découvre ces rétentions chroniques, il faut parfois envisager d'autres modalités thérapeutiques que les autosondages de principe. Et puis enfin, on a ce cas assez rare, mais qui peut être très très gênant, d'une hypersensibilité de l'urètre, même si avec les sondes autolubrifiées, on a fait énormément de progrès sur ce sujet-là. On a vraiment la possibilité, chez un nombre de patients significatif, qu'il y ait ce type de problématique. Je te laisse passer la suivante. Alors, en alternative aux autosondages propres intermittents, peut-être discuter, on va aborder différents points, peut-être proposer la neuromodulation sacrée. Alors, la thérapie de stimulation sacrée implantable pour le traitement des troubles urinaires a été initiée dès 1981 par Tanago et Schmidt, avec une première publication Princeps dès 1989. Cette thérapie a eu, dès 1995, a eu lieu la première implantation en France, avec une autorisation de mise sur le marché qui a finalement quasiment 20 ans, 2002, dans le cadre de la rétention urinaire chronique, avec hypertonie du sphincter strié, sans cause urologique décelable et rebelle au traitement conservateur. Il était précisé dans cette autorisation de mise sur le marché que l'amélioration du service attendu était importante. Et on va voir pourquoi et on va voir dans quelles conditions. Alors, quel est le rationnel de cette neuromodulation sacrée dans le trouble de la vidange vésicale? Eh bien, on a notamment deux études qui portent sur une population de patientes présentant un trouble de la vidange vésicale et des patientes présentant notamment un syndrome de Clara-Fowler. On a un rationnel pour une neuromodulation de la vidange vésicale. Dans ces deux études, les patientes avaient bénéficié de l'implantation d'un neuromodulateur sacré et l'activité cérébrale était évaluée soit par IRM fonctionnel, soit par un TEP scanner. Ces deux études mettaient clairement en évidence une action au niveau cérébral de cette neuromodulation sacrée avec une modulation des aires cérébrales qui étaient impliquées dans la régulation du cycle mictionnel. Donc on a vraiment un rationnel prouvé, en tout cas dans cette population de patientes présentant un Clara-Fowler.
La question qui vient par la suite, c'est est-ce que ces modulations des aires cérébrales seraient aussi visibles dans d'autres populations, notamment d'autres populations neurologiques, de lésions médulaires, de sclérose en plaques, etc. Mais il y a fort à parier que c'est le cas. Alors, oui, j'entends ce que tu dis, Xavier, sur le niveau de preuve. D'abord, je te rappelle qu'il y avait 3 indications au moment de début de la neuromodulation: la rétention chronique, l'incontinence urinaire et la douleur vésicale. Donc, tu vois que ces 3 indications, elles ont eu des évolutions un petit peu différentes. Deuxièmement, est-ce que c'est une preuve formelle? Ce qu'on a observé sur quelques cas avec des études qui sont passionnantes sur l'imagerie fonctionnelle, mais à ma connaissance, il n'y a pas d'image fonctionnelle qui te permette de définir que le patient est répondeur ou pas répondeur à la neuromodulation des racines sacrées. Donc ce niveau de preuve, je pense quand même que sur la neuromodulation des racines sacrées et la rétention chronique, on a des niveaux qui sont extrêmement variables. Et j'en veux pour preuve, par exemple, cette étude, hein, qui est la plus récente dans la revue de la littérature que j'ai faite pour cette présentation. Et on voit ici une série qui a l'air alléchante, puisque les auteurs expliquent qu'ils vont nous donner les résultats à 5 ans de l'étude qu'ils ont fait sur des patients qui sont typiquement dans l'indication qu'on discute aujourd'hui. 54 patients implantés pour dysurie. Et là, stupeur, on découvre qu'on a des données préopératoires subjectives pour seulement 8 de ces 54 patients. On découvre également que dans ce centre, 85% des patients ont été implantés sur des critères plus ou moins subjectifs, et surtout on constate qu'aucun, je dis bien aucun des patients qui étaient aux autosondages n'ont eu d'amélioration sur des critères objectifs. Cette étude conclut à une efficacité de la neuromodulation des racines sacrées dans la rétention chronique. Je dirais, elle n'ajoute pas, de mon point de vue, une pierre de plus à la littérature. Elle pourrait, si on était vraiment très dubitatif sur l'indication de la neuromodulation dans la rétention, dire attention, si on se contente de poser la question ça va comment, ça va mieux, on a ce genre de résultat. Donc, il faut être extrêmement prudent dans la rétention chronique. La diapositive suivante. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cet article qui est un peu décevant sur le plan des données objectives. Mais je tiens à te rassurer, on avait déjà en 2010 une méta-analyse portant sur des données beaucoup plus objectives qui prenait en compte 7 études, 164 patients stimulés, donc on est clairement au-delà des 8 patients qui étaient présentés dans la précédente étude. Et donc cette méta-analyse, dès 2010, elle rapportait une réduction du résidu post-mictionnel de 270 millilitres en moyenne et un volume uriné qui lui augmentait en parallèle de 344 millilitres. Donc on avait des données objectives en faveur de l'efficacité de la neuromodulation sacrée dans le trouble de la vidange vésicale dans une population, pour le coup là, exclusivement non neurogène. On a au sein de cette méta-analyse une étude observationnelle qui date de 2007 dans une population là encore non neurogène, 31 patients stimulés, où on voit qu'on a à 1 an 68% des patients qui ont une diminution du nombre d'autosondages propres intermittents réalisés par jour, une diminution qui va au-delà de 50%. De même pour le résidu post-mictionnel qui est réduit de plus de 50% dans 68% des cas. Et ces résultats, et puisque tu étais inquiet du maintien de ces chiffres sur le long terme, ces résultats se maintiennent sur le long terme. Il faut noter aussi dans un certain nombre d'études qui ont été publiées depuis les années 2000, des patients très bons répondeurs. Les patients très répondeurs, c'est ceux qui vont avoir, suite à l'implantation d'un neuromodulateur sacré, une reprise d'une vidange vésicale complète, c'est-à-dire avec une miction suivie d'un résidu post-mictionnel inférieur à 100 ml. Dans la population non neurogène, elle varie entre 50 d'ailleurs et 68%. Dans la population des Clara Fowler, qui est réputée étant une population répondant particulièrement bien à la neuromodulation sacrée, on a une miction complète dans plus de 62% des cas. Et puis même dans la population neurologique, notamment dans la sclérose en plaques, même si on est sur des petites cohortes, on a une miction complète chez près de 86% des patientes. Même dans la lésion médulaire incomplète, même si là, ça
peut être un chiffre marginal, 6% des patients, on peut avoir une miction complète observée objectivement. Et même dans l'endométriose pelvienne profonde, même si les publications sont parfois contradictoires, on a certaines observations de miction complète après implantation d'un neuromodulateur sacré. Alors, étant donné ces chiffres qui parfois sont significatifs, avec un nombre important de patients qui peut reprendre des mictions complètes, pourquoi ne pas essayer cette thérapie? Elle est mini-invasive, on implante l'électrode par ponction percutanée, on peut même le faire sous anesthésie locale. On a une phase de test qui va nous permettre finalement d'implanter définitivement un dispositif qui aura été jugé comme étant efficace. C'est une thérapie qui a l'intérêt, contrairement à d'autres thérapies qu'on pourra envisager en dehors des autosondages propres intermittents, elle a l'intérêt d'être réversible. On a la possibilité de revenir à un état antérieur si on enlève le matériel. On ne compromet pas les autres traitements. Et puis, depuis peu, depuis le début de l'année, finalement, on a un dispositif qui est entièrement IRM compatible, qui a donc un intérêt chez les patients ayant une pathologie neurologique sous-jacente ou d'autres types de patients qui devront avoir des IRM régulièrement dans le cadre de leur prise en charge. On est complètement d'accord. Et d'ailleurs, on a cette fois-ci les données de la littérature française, puisqu'en fait, c'est l'expérience de la pratique en France, le registre SOUNDS, auquel participent plusieurs centres universitaires, privés, PSPH, bref, un reflet de la vraie vie et qui montre un certain pourcentage de patients pour lesquels on a proposé ce traitement-là. Alors attention, par exemple, le syndrome de Clara Fowler, je ne sais pas combien tu en as vu depuis que tu analyses les patients rétentionnistes. Pour ma part, je peux te dire qu'on a essayé de faire des électromyogrammes un peu systématiques au début et cette pathologie me semble avoir disparu en même temps que sa promotrice. Donc je ne suis pas certain que certaines des données de cette littérature ne sont pas très très optimistes sur les chances de succès. Et si on est tout à fait d'accord sur la phrase « pourquoi ne pas essayer ?», je crois que ce n'est pas au médecin de dire « pourquoi ne pas essayer ?», c'est au patient de dire « mais pourquoi vous ne voulez pas essayer chez moi ?» à partir du moment où il a bien compris le bénéfice, donc quel pourcentage on va dire comme étant une chance de succès, et puis les risques. Alors, on est tout à fait d'accord, et ça, c'est justement ce que donne cette étude, ce registre de pratique en vraie vie. Les effets secondaires de la neuromodulation sont modestes. On a principalement des infections du site opératoire, d'autant plus que probablement sur ces patients-là, en tout cas moi c'est la pratique qu'on en a, on laisse parfois un petit peu plus longtemps l'électrode test que ce qu'on ferait dans d'autres indications. Et vous voyez un taux d'infection qui était d'ailleurs, je trouve, assez bon dans les centres qui ont été sélectionnés dans cette étude, seulement 4% d'infection du site opératoire. Les autres complications étaient quand même minimes et il n'y a pas de complications graves et surtout, on peut sans aucune difficulté revenir à l'état antérieur. Donc, c'est vrai que la neuromodulation des racines sacrées, ce n'est pas anodin. On doit donner ces chiffres de complications potentielles aux patients, mais ce n'est pas quelque chose qui est dangereux a priori pour les patients. La suivante. Alors, finalement, pour qui peut-on faire la neuromodulation? Est-ce qu'on a des facteurs prédictifs pour sélectionner le patient chez qui ça marchera? Et c'est moi qui ai sélectionné cette image parce qu'elle traduit, à mon sens, l'information que je donne aux patients. Et pour ma part, je ne donne jamais le chiffre recommandé par le laboratoire pour cette pathologie-là. J'ai plutôt tendance à donner volontairement un chiffre plus faible que je considère comme étant en intention de traiter. C'est-à-dire que pour moi, un bon résultat de la neuromodulation des racines sacrées, ce n'est pas la diminution des autosondages, c'est ce que tu as défini tout à l'heure, c'est la disparition complète des autosondages. Et dans la population des patients qu'on traite, il me semble qu'un chiffre de 20 à 30% de bons résultats paraît quelque chose de raisonnable. La diapositive suivante. Ah ouais, je te laisse. Dans le cadre de l'information qu'on donne aux patients, c'est bien sûr important d'aller donner ces chiffres-là, de la disparition des autosondages, puisque c'est bien sûr ça que les patients attendent, et ce n'est pas seulement d'en réduire la fréquence.
Nous, on a aussi besoin, probablement dans notre pratique future, d'avoir des facteurs prédictifs, d'être capable de dire ce patient, il a une probabilité de réponse de tant de pourcents et celui-ci n'en a pas. Alors bien sûr, ça a déjà été essayé hein, à plusieurs reprises sur des études souvent rétrospectives, avec des effectifs qui sont souvent très limités et des résultats qui sont très contradictoires. Je vous ai listé ici quelques facteurs prédictifs qui émergent. L'âge élevé, qui est démontré dans certaines études, mais démontré comme n'impactant pas l'efficacité de la neuromodulation dans d'autres études, le fait d'avoir une chirurgie hernière, sans qu'on en sache beaucoup plus, le fait d'avoir une maladie neurologique sous-jacente qui est un facteur prédictif d'échec, même si d'autres études ont rapporté des très bons résultats dans certaines populations neurologiques, des durées d'évolution élevées des symptômes, là encore une donnée contradictoire avec pour certains un facteur prédictif d'échec si la maladie évolue ou les symptômes évoluent depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas dans d'autres études. Le fait d'avoir des troubles mixtes, c'est-à-dire un trouble de la vidange vésicale associé à des symptômes de la phase de remplissage. Et puis, le fait d'avoir une hypocontractilité vésicale prouvée sur un bilan urodynamique était démontré par certains comme étant un facteur prédictif de succès. Là encore, ça n'est pas démontré par d'autres. Le fait d'avoir pour certains une miction persistante, même si elle est incomplète, avant la neuromodulation sacrée, ou le fait d'avoir une sensibilité préservée, pourrait être aussi un facteur prédictif de succès. Là où encore, pour certains, la neuromodulation sacrée pourrait permettre justement de retrouver une sensibilité vésicale qui permettrait d'initier de nouveau un cycle mictionnel. Donc on voit qu'en termes de facteurs prédictifs, là, clairement, on n'y est pas du tout et aucun aujourd'hui ne fait consensus. Je pense que le but dans le futur, en plus d'informer le patient, et ça c'est fondamental, en plus de connaître les limites de la neuromodulation sacrée, c'est de mieux sélectionner les patients. C'est probablement, on l'a déjà dit, de sortir de la règle des 50%. On a trop pris l'habitude avec la neuromodulation sacrée, que ce soit en pratique clinique ou que ce soit aussi dans le cadre de la recherche, de se fixer ces 50% dans la rétention chronique. Ce qui n'a à peu près aucun sens, puisqu'on le rappelle, le but c'est d'avoir une vidange vésicale qui est complète, pas de 50%, d'avoir une vidange qui est rapide et qui est à basse pression. L'objectif pour mieux sélectionner les patients, ce sera de rechercher des facteurs prédictifs de succès. Pour l'instant, les études qui se sont essayées à ça n'ont pas pu démontrer de facteurs prédictifs de succès définitifs, ou en tout cas consensuels. L'objectif serait de faire des études clairement multicentriques, d'avoir des données en grand nombre, et c'est ça qui nous permettra de faire émerger des facteurs prédictifs si jamais ils existent, d'avoir des populations hétérogènes le plus possible, d'avoir des patients neurologiques, non neurologiques, avec des mictions complètes, non complètes, etc. Et puis d'évaluer précisément les données pré- et post-opératoires, qu'elles soient cliniques ou aérodynamiques. L'objectif un peu suprême et qui sera peut-être jamais atteint, mais vers lequel on pourrait tendre, c'est l'établissement à terme d'un nomogramme qui pourrait être un outil d'aide à la décision. Si devant un patient, en rentrant certaines données qui sont reconnues comme des facteurs prédictifs, je suis capable de dire vous avez entre 60 et 70% de chances d'arrêter les sondages, et puis dire à un autre vos chances d'arrêter les sondages sont inférieures à 10%, ça pourrait nous aider, nous, en tant que praticiens, ça pourrait aider aussi le patient à prendre sa décision. Dans ce cadre-là, nous avons lancé, sous l'égide du comité de neurourologie de l'AFU, l'étude NeuroRET, qui est une étude rétrospective avec des critères d'inclusion très simples, des patients majeurs ayant un trouble de la vidange vésicale, ayant eu dans ce cadre-là un test de neuromodulation sacrée. On est actuellement 10 centres qui participent à cette étude. Le but, c'est d'avoir des données en grand nombre et c'est d'inclure le plus de centres possible. Dans ce cadre-là, si vous souhaitez participer à cette étude, même pour quelques patients, il est tout à fait possible de m'envoyer directement un mail pour qu'on puisse colliger ensemble les données qui nous permettront peut-être, et je dis bien peut-être, de définir au moins quelques facteurs prédictifs de succès. Alors en résumé, que dire des autosondages ou de la neuromodulation sacrée dans la rétention chronique non obstructive? Alain, je vais peut-être te laisser dire 2 mots sur les autosondages. Oui, je crois que en fait, c'est malheureusement souvent, je dirais, soit quelque chose qu'il faut proposer au patient pour lui expliquer que c'est ce qui permettra de mieux l'évaluer, parce qu'on a des patients qui sont dysuriques et qui ont du mal à évaluer l'importance de la dysurie. Parfois, le passage par les autosondages va permettre d'avoir une valeur rigoureuse de rétention post-miction, par exemple, ce qui permettra de mieux les évaluer lorsqu'on va faire la neuromodulation des racines sacrées. Ensuite, le fait de les avoir testés va parfois les amener à dire, au vu de ce que vous m'avez expliqué, comme tu l'as souligné,
eh bien finalement, je garde ce mode mictionnel-là, je garde les autosondages, je n'ai pas envie de tenter une opération dont vous m'avez expliqué qu'elle avait un petit peu de risque, enfin beaucoup de risques de ne pas fonctionner. Et c'est presque pour tous les patients. Je pense aussi qu'on peut rajouter un autre critère pour la neuromodulation que tu n'avais pas indiqué dans tes documents. Ce sont les patients qui ont d'autres pathologies associées, notamment l'incontinence anale, même si ça n'est pas systématique, parce que ces patients-là, finalement, ils vont bénéficier, quoi qu'il arrive, de la neuromodulation des racines sacrées, probablement. Et du coup, c'est un argument de plus en faveur de la neuromodulation des racines sacrées. Pour ma part, je tenais à rappeler ce qu'on a déjà pu dire, c'est que l'autorisation de mise sur le marché, elle existe dans la neuromodulation sacrée. On est donc dans les clous quand on la propose. Il y a des contraintes, que ce sont des patients qui doivent être suivis régulièrement, mais comme c'est le cas notamment dans le cadre de l'autosondage propre intermittent, et il y a des complications, mais il y a finalement peu de complications. C'est ce que nous rappelle l'étude SEARMS publiée récemment. Il est important de noter qu'il y a quelques patients qui sont très bons répondeurs. On voit vraiment en pratique clinique certains patients qui vont reprendre une vidange vésicale complète. C'est par contre clairement pas la norme, et c'est finalement une minorité de patients qui reprendront une vidange vésicale complète, probablement, comme le disait Alain, de l'ordre de 20 à 30% maximum. Aucun facteur prédictif bien défini, avec l'étude Neuroret en cours qui va essayer d'y répondre. C'est donc une thérapie qui peut être proposée à tous les patients demandeurs, en alternative aux autosondages, et après une information claire sur les complications, bien sûr, mais avec la nécessité d'être honnête sur le peu d'efficacité qu'on peut attendre si on veut vraiment être dans le respect des objectifs qu'on se fixe dans la prise en charge des troubles de la vidange vésicale. Merci de votre attention. Merci beaucoup.